question pour Mohamed. Quels ont été les points clés des difficultés de mise à l'échelle, ou quels seraient-ils si on veut étendre l'expérimentation et la modélisation très proche que vous avez faite à des mises à l'échelle, donc à une évolution de cette zonation un peu plus loin de lui. Oui, merci Gilles pour cette question. Effectivement, on avait commencé à essayer de donner un peu de cohérence au moins à la réflexion autour de cette question. Mais c'est vrai qu'avec Gaz de France, on avait commencé. C'est assez compliqué, mais c'est essentiellement les perméabilités relatives. On avait imaginé d'introduire une sorte d'hétérogénéité des perméabilités relatives, mais c'est pas facile non plus de pouvoir emboîter les acquis sur des échelles restreintes pour savoir quel était le signal final résultant qu'on pourra propager ou poursuivre par la suite. Donc la seule chose que Gaz de France avait réalisé, c'était des essais d'arrêt et redémarrage dans un système hétérogène. Et on a, mais je ne pense pas que c'est généralisable comme conclusion, on a conclu par une amélioration de l'injectivité. En fait, c'est comme on avait percé au départ, et du coup, le chemin est fait, on reproduit vite, mais ce n'est pas de façon symétrique. Donc ce qui permet de montrer que ce n'est pas facile de considérer qu'une fois pris dans un sens par rapport, en tout cas, à un formalisme supposé marcher au départ, quand on essaye de reproduire, notamment, je pense qu'il y a les phénomènes d'hystérésisme, mais surtout tout ce qui est perméabilité relative, qu'on n'arrive pas à stabiliser. En fait, tout est évolutif par la suite. Donc on crée même des hétérogénéités par les cycles successifs. Et c'est vrai que ça n'a pas été vraiment le centre d'intérêt dans le projet, mais on n'a pas eu émergé de nouvelles idées là-dessus. Gérard Mercher, le Havre Développement. Une question pour le projet France Nord. Quel est le périmètre dans lequel vous voyez les industriels émetteurs dans le cadre du projet France Nord? Quelle zone couvriraient-ils, s'il vous plaît? Alors, ce sont des grandes zones émettrices du nord de la France. Donc, on a la région du Havre, le nord de la France, le bassin de Dunkerque, disons, et puis la Lorraine. Voilà les trois grands sites émetteurs avec une variété assez importante de types d'émetteurs entre les électriciens, les cimentiers, les raffineurs, la pétrochimie. Éventuellement aussi d'ailleurs les biocarburants, enfin l'industrie de l'éthanol qui émet du CO2 à concentration élevée, plus au centre du bassin. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, une question pour Philippe de Donato. Si j'ai bien compris, donc à l'issue de la mise en commun, il y aura une vision spatio-temporelle des nuages et de concentration de CO2. Est-ce qu'il y a prévu une déconvolution de ces évolutions, c'est-à-dire quelque part une mise en équation qui permette de comprendre les évolutions que vous aurez pu observer? Nécessairement oui, parce que on va commencer d'abord par les compartiments. Quand on mesure une concentration de gaz et qu'on suit une concentration de gaz au cours du temps, donc vous avez vu, on la suit depuis 2 ans. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à partir de là, on développe des modèles, que ce soit des modèles de diffusion, absorption, convection, qui permettent de modéliser cette courbe. L'avantage des mesures en continu, c'est d'avoir du point par point. On peut faire de la dérivée. On a un objet mathématique qu'on va transformer en courbe de transfert de gaz, et cette courbe de transfert de gaz, eh bien, ça va être un outil prédictif de comportement à l'instant T et de prévision de comportement à l'instant T plus delta T, ce delta T-là pouvant aller jusqu'à 50, 100 ans, on peut le faire. Et ça, on le fait aussi et c'est ce type de modèle-là, donc là on est dans le sol, c'est d'autres types de modèles qu'on va mettre en place pour prévoir le transfert du gaz au niveau de la biosphère, et il y a déjà des modèles de diffusion au niveau atmosphérique, et en principe, un panache gazeux atmosphérique, la diffusion d'un panache gazeux atmosphérique, elle n'est prédictive qu'au travers de modèles théoriques. Il n'y a aucune validation à l'heure actuelle de modèles expérimentaux qui viennent conforter les modèles théoriques.
le Fukushima, les nuages radioactifs, etc. Tout ça, c'est de la modélisation théorique sur la base de courants, de coefficients de diffusion, etc. Et une des finalités qui est un peu plus loin derrière, bon, ça dépasse les finalités de Sentinelle, hein, c'est de confronter au niveau atmosphérique les modèles de diffusion qui sont actuellement théoriques avec des modèles expérimentaux qui sont issus d'expérimentations de télédétection infrarouge ou laser. Très bien. Oui, Didier. Oui, Didier Bonigeli, BRGM. Moi, j'aurais une question pour Monsieur Charpentier. J'ai bien aimé ces capteurs CO2 avec transmission de fibre optique. Est-ce que vous avez une idée de la période pendant laquelle ces capteurs pourraient fonctionner? Est-ce qu'on pourrait imaginer des systèmes d'alerte sur des longues périodes de temps qui permettraient d'alerter sur des teneurs en CO2 anormales? Ouais, tout à fait, je pense. Hein, c'est prévu de toute manière pour que ça soit fait en continu. Après, il y a quand même un travail sur la tenue de l'électronique, tout ça, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de gros soucis. Après, c'est prévu en tout cas pour les 6 prochains mois, savoir avec le BRGM ce qu'eux ils décident de faire, si ça doit être quelque chose de juste binaire, à savoir dès qu'il y a une alerte qui est passée, ça se déclenche ou pas. Ça, c'est encore à déterminer, mais je pense que dans le temps, oui, ça doit tenir. Combien de temps alors là, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais fait vraiment d'études sur des très longues durées de la tenue des fibres. Mais étant donné qu'elles ne bougent pas, tout, je pense que plusieurs mois au moins sûr, plusieurs années probablement.